Je m'appelle Christian Topalov, je suis sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. J'ai fait l'essentiel de ma carrière au CNRS comme sociologue et comme plus spécifiquement sociologue de la ville, de l'urbain. J'ai d'abord travaillé sur des problèmes très contemporains de construction de la ville. Et puis ensuite, je me suis peu à peu éloigné vers le passé. C'est-à-dire, je suis un sociologue qui travaille sur des archives aujourd'hui et qui regarde en particulier les villes, mais pas seulement, la société comme des objets de réforme. Et je m'intéresse aux gens qui ont promu ces réformes. Alors, il se trouve justement qu'on va parler dans un instant, je crois, de ceux qui ont promu les réformes de l'université aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, c'est mon domaine de travail que j'ai élaboré tout au long de ma carrière. Je suis arrivé sur le marché du travail en 68, je pense, enfin vraiment sérieusement, à un moment, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui, où je sortais avec une ou deux licences et puis j'avais 3 offres d'emploi. J'ai assisté à la fin du monde. J'ai assisté à la fin du monde dans lequel j'avais eu le bonheur de travailler. J'ai assisté à un démantèlement méthodique des institutions auxquelles je croyais, des façons de travailler que j'avais expérimentées, que j'avais jugées efficaces, des rapports interpersonnels aussi qui se nouaient autour de tout cet environnement-là. J'ai vu des dirigeants changer, j'ai vu une armée d'occupation arriver dans mon monde, voilà, et s'acharner je ne sais pas, à mettre un terme aux croyances qui étaient les miennes, les nôtres, voilà. J'ai vu ça. Il y avait une tribu qu'on appelait les scientifiques. Je peux évidemment parler que de ce que je connais, les sciences sociales, les sciences humaines. Il y avait une tribu qui fonctionnait en fonction d'un certain nombre de règles, de croyances et d'institutions. Et cette tribu, on veut tout simplement la faire disparaître. On travaillait pour trouver des choses intéressantes qu'on avait soi-même définies, soi-même collectivement, les chercheurs, définies comme pertinentes, sur lesquelles on pensait qu'il était utile, intéressant peut-être plus qu'utile, de travailler. Alors on veut nous reprogrammer, si vous voulez. C'est comme si on nous implante des logiciels dans le crâne, quoi, pour nous reprogrammer. Alors, le logiciel, nos adversaires, enfin nos nouveaux maîtres, le décrivent eux-mêmes fort bien, c'est une nouvelle culture. Voilà. C'est la culture du projet, c'est la culture de l'excellence, c'est la culture de l'évaluation. Voilà. Et quand on ne participe pas à ce nouveau langage, quand on ne participe pas à ces nouvelles croyances, on est apparemment condamné. Le projet, c'est d'abord une entité administrative. Voilà. Et dans cette masse d'informations de toutes sortes qu'il faut donner pour élaborer un projet, il y a une toute petite partie qui est consacrée au projet scientifique. N'écrivez surtout pas plus de temps de signes, parce que vous comprenez, et en anglais ça va de soi, parce que c'est la langue de la science, et nos évaluateurs sont supposés bien sûr ne pas lire notre langue. N'écrivez surtout pas plus de temps de signes, parce qu'autrement c'est trop long. Et ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que quand on rend les résultats des 10 projets, c'est la même chose. Ils appellent ça, vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça des délivrables. Un délivrable ne doit pas faire plus de 10 000 signes, vous voyez. Donc on a travaillé pendant 5 ans, ou plus en général, avec des budgets qui sont parfois considérables, parce que la recherche ne manque pas d'argent, simplement il est mal utilisé. On a travaillé avec des budgets considérables et on rend des objets comme ça qui se promènent dans le cyberespace et que personne ne lit. Parce que, évidemment, les bureaucrates qui nous dirigent sont aussi occupés. On nous occupe à rédiger des projets, et eux, ils s'occupent à évaluer, soi-disant, les projets en question, mais les résultats, ils ne sont jamais évalués.
Je pourrais dire que j'ai gaspillé 250 000 euros du contribuable français, et au terme des 5 ans, j'ai rendu un article. Voyez-vous. Et personne ne m'a jamais rien dit. Bon, à la fin, ça a fini par faire un livre, bien longtemps après, parce que les rythmes de la recherche et les rythmes d'un fichu projet, c'est pas du tout les mêmes. Ça, c'est pour le projet. L'excellence, alors là, c'est à mourir de rire ou à pleurer de tristesse selon les goûts. Alors l'excellence, eh ben, c'est essentiellement être parmi les winners, n'est-ce pas? Donc on a l'excellence, ça se définit par des procédures. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qui séparent les excellents des non-excellents, les gagnants des perdants, et se considèrent comme excellents ceux qui ont réussi les procédures. Alors, les procédures, et c'est là où la culture de l'évaluation intervient, les procédures, elles sont faites pour d'abord nous forcer à nous présenter nous-mêmes d'une façon différente que ce qu'on aurait imaginé faire, si vous voulez. Bon, je ne suis pas contre l'évaluation des chercheurs, non, c'est très utile. Si on ne nous évalue pas, pourquoi est-ce qu'on nous donnerait de l'argent public? Donc il faut qu'on sache si ce qu'on fait est bien, quoi. Voilà. Mais ce qui caractérisait les procédures que j'estimais, efficaces, utiles, c'est ce qu'on pourrait appeler l'évaluation collégiale par jugement. En d'autres termes, il y a une autonomie des scientifiques dans la définition des principes de leur évaluation. Et c'est ça qu'ils ont voulu abolir. C'est ça qu'ils ont voulu abolir. Il y a maintenant, je vous donne un mille, il y a un manuel de la qualité qui est élaboré par des officines qui foisonnent, disons, à l'ombre de l'Union européenne, et où on a des gamins, excusez-moi, c'est bon, c'est mon âge qui me fait peut-être être un peu méprisant, des gamins totalement illettrés qui ont été formés dans les agences de qualité de l'industrie automobile ou de L'Oréal, vous comprenez, et qui viennent nous expliquer comment on évalue la qualité. Et ils écrivent des manuels. Et ces manuels sont mis à la disposition, n'est-ce pas, des experts, parce que nous ne sommes plus des collègues qui discutons ensemble en collège, nous sommes des experts. Alors là, comment ils travaillent, l'expert? Ils travaillent tout seuls d'abord. Il reçoit un questionnaire. Ce n'est pas lui qui pose les questions. On lui pose des questions. Qui a élaboré les questions? Ah, on ne sait pas. Plutôt, on sait. C'est des conseillers en expertise, c'est des conseillers en qualité. Donc l'expert regarde le dossier, le lit, consciencieusement, je pense. Il est compétent, je ne mets pas ça en doute, et il répond aux questions qu'on lui pose. Et puis ensuite, au terme de chaque aspect, disons, de cette évaluation par expertise, il met une note. Voilà. Et puis ensuite, il y a plusieurs experts qui interviennent, et puis il y a un patron, parce que c'est quand même ça finalement, qui prend toutes ces expertises, et puis qui en fait ce qu'il veut, puis qui décide, en fait. Qui décide. Il y a une bureaucratie qui s'est mise en place en 2004, si je ne me trompe, ou 2005, qui s'appelle l'AERS, qui a changé un petit peu de nom, mais pas changé de statut, et qui, en fait, et désormais a le monopole de l'évaluation de tout ça. Et pour commencer, cette institution demande de rédiger des rapports. Alors moi j'ai rédigé des rapports toute ma vie, des rapports individuels, des rapports collectifs pour mon équipe, pour tout. J'ai passé ma vie à... sauf que dans le passé, on mettait dans le rapport ce qu'on jugeait devoir y mettre. Et on parlait même de contenu, figurez-vous. On parlait de contenu scientifique, on disait on a cherché ça, ça on n'a pas réussi, ça on l'a trouvé, ayant trouvé ça, ça pose de nouvelles questions, etc. etc. On faisait des rapports qui étaient relativement intéressants à lire, je pense, hein. J'en ai lu pas mal, j'en ai écrit aussi. Bon, il y a de la science dans tout ça. Alors maintenant, les rapports que l'AERS demande de remplir, c'est des tonnes encore de questionnaires, avec des fiches, avec des... évidemment... avec des normes absolument incroyables. Et le cerise sur le gâteau, il y a une dernière page qui consiste à nous poser la question de l'auto-évaluation. Alors, finalement, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Vous savez, c'est comme ça qu'on reprogramme les esprits. Tu vois, c'est en leur posant des questions qu'ils n'auraient jamais pensé se poser. Et on finit par croire que ces questions se posent, puisqu'on nous les pose, n'est-ce pas? Et on nous dit, vous avez la liberté d'y répondre. C'est d'une intelligence. C'est des gens qui se connaissent leur métier, vous savez, hein, les experts en évaluation.
Ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que mes collègues sont des grands garçons et des grandes filles, croyez-moi, qui ne se laissent pas trop marcher sur les pieds dans la vie, mais quand l'AERS, ils font des comités de visite avec des experts qui viennent interroger dans les laboratoires, etc., la veille de l'arrivée du comité de visite, mais on se croirait à l'école primaire dans la cour de récréation, quoi. Tout le monde est terrorisé, on fait des répétitions, etc., etc. Je vous assure, l'infantilisation qu'a subi le monde de la recherche et de l'université dans tout ce processus dit d'évaluation est absolument spectaculaire. Et en plus, ce qui est très paradoxal, c'est que la plupart de nos collègues savent que tout ça, c'est du vent. Mais vous comprenez, à force de faire semblant d'y croire, parce qu'il faut faire semblant d'y croire pour avoir une bonne note à l'évaluation, à force de se faire semblant d'y croire, on finit par y croire un peu. Et quand on voit des mauvaises notes tomber, ou des bonnes notes qui vous sont attribuées, on se dit, bon, ben, après tout, si j'ai été bien évalué, il y a une raison pour ça. Hein. Et puis si le centre d'à côté, là, ils ont eu une mauvaise note, bon, c'est peut-être injuste, mais enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, vous savez. Alors les gens qui ont été mal évalués, ils rasent les murs, ou ils se rebellent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'arbitraire, parce qu'en fait, d'ailleurs, les commissions... Les comités de visite ou les comités d'experts qui viennent, ils n'ont pas le temps de lire le rapport. Ils ne se réunissent qu'une fois, ils sont constitués pour un centre, ils se réunissent une seule fois pendant quelques heures, et ils n'ont même pas la responsabilité du rapport final. C'est le président du comité en question qui a la responsabilité. C'est lui qui signe le rapport. Et il a été lui-même contrôlé par des gens qu'on appelle les délégués scientifiques de l'institution, qui réunissent un certain nombre de présidents de comité et qui harmonisent les critères et ainsi de suite. Au bout d'un certain nombre d'années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les scientifiques sont dépossédés de leur capacité d'évaluer, parce que leurs critères leur échappent. Et ils cessent d'entretenir cette discussion permanente sur qu'est-ce que c'est que la bonne science. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des managers qui nous dirigent. Voilà. Et quant à l'excellence, ça s'achète. Aujourd'hui, l'argent est rentré comme un principe c'est le signe de l'excellence. Quand l'argent manque, l'excellence est en question. Quand l'argent est là, elle ne fait pas de doute. Je vois maintenant, dans les CV, il y a le chiffre d'affaires, il y a la quantité de contrats, de subventions, etc., que le chercheur a rapporté l'année suivante, l'année précédente, ou les années précédentes à son institution. Donc on finit par s'évaluer par l'argent. Et en plus, pardonnez-moi de le dire, mais il y a des principes de corruption individuelle dans tout ça. Madame Pécresse a créé une institution qui s'appelle la prime d'excellence scientifique, où on est censé candidater. Alors il y a des comités, je passe les détails, qui l'attribuent ou qui ne l'attribuent pas. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est les plus âgés, les plus masculins, et tout évidemment, qui ramassent le pognon. Hein. Au lieu d'améliorer quand même les traitements de début de carrière dans des métiers où on ne gagne pas grand-chose pendant très longtemps, on achète les collègues. Alors, bah, vous savez, on finit par se laisser faire. Hein. Voilà. Et puis il y a tous les petits chefs là. Mais c'est mes amis, c'est mes collègues. Je suis pas tous ces petits chefs créés par toutes les institutions dites d'excellence qui ont été mises en place depuis 2010. Chacun d'entre eux reçoit des primes. Voilà, ça marche à la prime. Ça marche à la prime. Voilà. Et ça marche à la prime dans un certain secteur seulement du système. Dans l'autre secteur du système, ça marche sans argent. Tout ce système de financement de la recherche par projet, évidemment, crée un volant croissant de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses qui sont sans arrêt dans la précarité. C'est-à-dire qu'ils doivent sans arrêt retrouver un postdoc, un deuxième postdoc. Un postdoc, c'est bien. Après son doctorat, on a une bourse de postdoctorale, c'est formidable, ça prépare. Mais sauf que quand on en a filé 5, on a 33 ans, on a 34 ans, on a des mots, qu'est-ce qu'on fait? La personne ne peut pas se construire une trajectoire scientifique forte à partir de là. Et au bout d'un an de postdoc, c'est pas vrai qu'on peut. Ou alors on est un génie, ou alors d'autres ont travaillé pour vous avant, mais c'est pas vrai qu'on peut produire un article pertinent.
Ce qui est en train de se produire, ce qui est presque irréversible à la vision de vie humaine, c'est le fait qu'ils ont réussi, ils sont en train de casser l'université en deux. Hein. Il y a une université prétendument d'élite qui fonctionne dans avec toutes ces machines-là, et une université de masse qui se transforme en collège universitaire où il n'y a plus de recherche et où on fabrique je ne sais pas quoi, enfin des diplômes de bas niveau. Et recoller maintenant ces deux morceaux-là, c'est la priorité essentielle, il me semble. Recoller ça, et donc ça impliquerait de se débarrasser, mais radicalement, de tous les systèmes qui ont été mis en place. Nous, moi, nous, c'est nous la science. C'est nous qui savons ce que c'est. C'est notre métier. On l'a toujours fait, et bien. Et on a vérifié les uns les autres qu'on le faisait bien. On s'est assuré qu'on travaillait bien. Et aujourd'hui, il y a des gens tombés du ciel, ou tombés de Bruxelles, ou tombés des cabinets des ministères, qui viennent nous expliquer ce qu'on doit faire. Ils savent assurer la discipline dans les rangs. Voilà ce qu'ils savent faire. Et puis nous, on sait ce que c'est que la recherche. Et dans les batailles qu'il a fallu mener et qu'il faudra continuer à mener, on a cette force-là, figurez-vous. Les résistances contre tout ça sont nombreuses, elles sont quotidiennes, elles prennent des formes multiples, parce que les gens veulent rester intelligents. Voilà, c'est la raison essentielle pour laquelle ils ne marchent pas tous dans ces affaires-là. Il y a tous ces jeunes talents qui fabriquent des trucs formidables et qui publient des choses épatantes et qui font des thèses qui méritent de devenir des livres et qui parfois le deviennent. Donc il y a tout ça, parce qu'il y a quand même un noyau dur qui est d'abord une forme de qualité d'encadrement qui existe dans nos institutions universitaires, qui est une réalité, et puis il y a les talents de tous ces jeunes-là. Hein, voilà. Mais ils sont bridés, quoi. Ils sont empêchés, on pourrait dire. Mais les rapports de force sont tellement en notre défaveur que j'ai bien peur que ça dure longtemps.